Le silence du Sahel n'était pas une pause, mais une pression avant l'orage. En 2023, les caméras ont filmé le départ des derniers convois français sous un soleil blanc, tandis qu'à Paris, on célébrait la fin d'une ère. Pourtant, derrière les discours et les sourires diplomatiques, Ibrahim Traoré observait la carte et voyait une autre vérité, celle d'un encerclement déguisé en coopération. Car dans le Sahel, chaque silence est une manœuvre, et chaque promesse, un test de souveraineté. Ce reportage ne cherche pas à glorifier un homme, mais à comprendre un moment où tout bascule. Car derrière le retrait apparent de la France, une autre carte se dessinait, celle d'une présence sans drapeau, d'une influence sans nom. Nous plongerons au cœur du Sahel, là où les mots coopération et sécurité ne signifient plus la même chose selon qu'on les prononce à Paris ou à Ouagadougou. Pourquoi cette différence de perception? Parce qu'ici, chaque base militaire rebaptisée, chaque drone dit « partenaire » raconte une tension ancienne entre dépendance et dignité. Comprendre ce mécanisme, c'est mesurer ce que coûte vraiment la souveraineté quand elle n'est plus une idée, mais une discipline quotidienne. Ce dossier vous propose une exploration lucide, celle d'un continent qui refuse d'être étudié et qui commence à s'étudier lui-même. Car là où les empires changent de vocabulaire, les peuples, eux, changent de regard. Et dans ce regard nouveau se trouve peut-être la clé d'un équilibre que le monde n'a jamais su entendre. Au lendemain du retrait annoncé, une révélation discrète a bouleversé les certitudes. Les cartes militaires n'étaient pas vides. Elles avaient simplement changé de légende. Les bases devenaient centres de coopération, les soldats des conseillers, et le mot « occupation » se dissolvait dans celui, plus rassurant, de partenariat. Mais en reliant les points de Parakou, d'Abidjan et de Dakar, les observateurs indépendants ont reconnu une forme familière, un anneau, un cercle de positions extérieures tourné vers le cœur du Sahel, reproduisant la géométrie du contrôle d'hier avec les outils du présent. Les habitants, eux, n'avaient pas besoin de satellites pour le comprendre. À Kaya, un berger remarqua des drones survolant les routes commerciales, non les zones d'insurgés. À Bobo-Dioulasso, des ouvriers racontèrent les travaux nocturnes d'un centre dont les plans rappelaient ceux de l'ancien camp de Nennamé. Partout, la sémantique servait de camouflage. Et tandis que les chancelleries parlaient de stabilité régionale, Ibrahim Traoré observait le mouvement inverse, la stabilité des puissants reposant sur l'instabilité des peuples. Ces notes, rédigées à huis clos, évoquaient une reposition stratégique, non un départ. Pour lui, la vraie rupture ne résidait pas dans les chiffres. 1700 militaires restés, 3 bases rénovées, 4 accords de formation signés, mais dans la conscience collective qui s'éveillait. Car l'histoire coloniale n'avait jamais disparu. Elle s'était simplement faite silencieuse, bureaucratique et d'autant plus tenace. La comprendre, c'était accepter que les empires ne s'effondrent pas, ils se transforment, et que le Sahel, en refusant le rôle de spectateur, devenait enfin narrateur de sa propre scène. Dans les ruelles de Ouagadougou, les journalistes indépendants devinrent les premiers éclaireurs de cette nouvelle guerre sans uniforme. Parmi eux, Aïcha Zongo, reporter de terrain, racontait chaque soir ce qu'elle voyait. Des convois civils escortés par des véhicules sans insigne, des zones interdites marquées coopération tactique. Sa voix tremblait parfois à l'antenne, mais ses mots restaient précis. « Ils ne sont pas partis, ils ont changé d'adresse », disait-elle, micro à la main, devant des entrepôts fraîchement repeints aux couleurs d'organisations partenaires. Plus loin, à Koudougou, Mariam, une mère dont le fils était tombé au front, allumait chaque nuit une bougie à la fenêtre. Elle ne parlait pas de vengeance, mais de mémoire. Que cette fois, la liberté tienne plus longtemps que le deuil. Benham, ces figures anonymes donnaient un visage humain à ce que les rapports appelaient « recomposition régionale ». Elles faisaient comprendre ce que signifiait réellement perdre ou regagner le contrôle de sa terre, non pas en termes de traité, mais de regard. Car au-delà des accords et des chiffres, c'est la perception qui changeait. Et quand cette perception change, tout le reste suit. Ibrahim Traoré, en suivant ces récits, comprit que la bataille se jouait moins dans les couloirs du pouvoir que dans les consciences ordinaires. Il fit inscrire sur les murs de l'académie militaire « L'indépendance n'est pas un mot, c'est une habitude ». Une phrase simple mais lourde d'un avertissement. Dans le Sahel, chaque mot mal choisi peut devenir une frontière invisible. Tout commença par des signaux faibles, presque imperceptibles. Une livraison de matériel logistique à Abidjan, un chantier nocturne à Parakou, un appel d'offres discret signé à Dakar. Chaque geste semblait anodin,
mais l'ensemble formait une chorégraphie méticuleuse. En 3 mois, les partenariats techniques devinrent mission de stabilité, puis unité conjointe de sécurité régionale. Le vocabulaire avait changé plus vite que le paysage, et c'est là que l'histoire prit un tournant. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut un rapport confidentiel. Plusieurs sites rénovés selon des plans militaires identiques à ceux de l'ancienne opération Barkhane. Les mêmes hangars, les mêmes pistes allongées, les mêmes antennes de communication. Rien n'a disparu, nota-t-il. Tout a été renommé. Cette phrase, prononcée à voix basse, se répandit comme un mot d'ordre. Elle exprimait ce que beaucoup ressentaient sans encore oser le dire. L'illusion du départ n'était qu'un déplacement stratégique. À Paris, le ministère de la Défense parlait d'un modèle plus agile. Sur le terrain, les bergers voyaient les mêmes drones, les mêmes ombres. Entre janvier et avril 2024, 3 incidents isolés confirmèrent les soupçons. À Fadan Gourma, un convoi européen fut intercepté avec du matériel estampillé armée française. À Gao, des exercices conjoints utilisaient d'anciennes fréquences Barkhane. À Bobo-Dioulasso, un ancien sous-traitant de l'armée déclara travailler désormais pour une mission civile de coordination. Les faits s'accumulaient, dessinant une continuité que les mots tentèrent de masquer. Pendant ce temps, sur les ondes locales, le ton changeait. Les animateurs ne parlaient plus de coopération, mais de vigilance. Les débats publics, autrefois centrés sur l'économie, se concentraient désormais sur la souveraineté. Et dans ce nouveau langage collectif, le nom d'Ibrahim Traoré revenait comme un refrain. Non pas celui d'un héros, mais celui d'un signal. Chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, c'était pour rappeler une idée simple. La liberté n'a pas de sens si elle s'exerce sous surveillance. En mai, le gouvernement burkinabé publia un communiqué inhabituel. Toute présence étrangère non validée par accord bilatéral explicite sera considérée comme intrusion. Derrière ces mots sobres, un message clair. La sémantique ne suffirait plus à dissimuler la réalité. Ce fut le point de bascule. Les chancelleries occidentales protestèrent avec retenue. Les radios africaines, elles, applaudissaient. Les rues se couvrirent d'affiches où l'on lisait « Nous ne refusons pas l'aide, nous refusons la tutelle ». Ainsi se referma la première boucle. Le retrait de 2023 n'était pas une fin, mais le prologue d'un nouvel affrontement, symbolique, médiatique, économique. Un affrontement où chaque carte redessinée cachait un rapport de force ancien, et où le mot « coopération » devenait la frontière la plus dangereuse de toutes. Pour comprendre la profondeur du basculement, il fallait revenir aux chiffres, non ceux des discours, mais ceux des faits. Entre décembre 2023 et juin 2024, la présence militaire française en Afrique de l'Ouest avait officiellement diminué de 4 300 à 1 700 hommes, soit une baisse de 60%. Mais dans le même intervalle, le nombre d'installations dites partenariales était passé de 5 à 11 sites actifs, répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Tchad. Le ratio était révélateur, moins de bottes, plus de bases. Une rétraction en surface, une expansion en réseau. Dans le langage diplomatique, on parlait de modernisation. Pour Ibrahim Traoré, c'était une mutation du contrôle. L'Empire n'a plus besoin d'étendards, il lui suffit d'antennes, aurait-il déclaré à ses officiers. Et de fait, les budgets de coopération militaire, eux, n'avaient pas diminué. En 2022, la France avait consacré 233 millions d'euros à la formation et à la logistique au Sahel. En 2024, le chiffre atteignait 247 millions, mais ventilé différemment. Moins d'opérations, plus de missions de conseil. Chaque euro dépensé portait désormais une étiquette nouvelle, mais la logique restait identique. Soutenir sans apparaître, influencer sans assumer. Les chiffres de l'économie confirmaient le paradoxe. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, les contrats miniers attribués à des entreprises non africaines dans la région avaient chuté de 42%, mais leur valeur moyenne avait, elle, augmenté de 68%. Autrement dit, moins de signatures, plus de dépendance. Chaque concession renégociée équivalait à une nouvelle forme de garantie, déguisée en ouverture de marché. Dans le même temps, les flux financiers du Nord vers le Sahel diminuaient. Les aides au développement, réduites de 15% en un an, étaient compensées par des partenariats privés où les conditions de crédit restaient opaques. C'est là que résidait le vrai piège. Ce que l'on perdait en soldats, on le regagnait en créanciers. L'influence, désormais, se mesurait en taux d'intérêt. Mais au sein du Sahel,
une autre équation se dessinait. Les projets d'infrastructures gérés localement augmentaient de 38% en 2024, un signe d'autonomie croissante malgré la pression extérieure. Des ingénieurs formés à Bamako supervisaient désormais la modernisation de routes et de centrales solaires sans tutelle étrangère. « Nous apprenons à compter par nous-mêmes », déclara un technicien burkinabé à la radio nationale, résumé parfait d'une révolution silencieuse. Ces chiffres, pourtant, n'étaient pas neutres. Ils racontaient deux trajectoires inversées, celle d'un empire qui se miniaturise pour survivre et celle d'une région qui s'élargit pour respirer. Et au croisement de ces courbes, Ibrahim Traoré posait la question essentielle. Peut-on être souverain si nos données viennent d'ailleurs? Car au-delà des pourcentages, la bataille portait sur la maîtrise des flux, d'argent, d'information, d'attention. L'avenir du Sahel se calculait désormais moins en kilomètres de frontières qu'en gigaoctets de liberté. Face à ce tournant, deux visions du Sahel s'opposent avec rigueur. La première, défendue à Paris et dans certaines capitales occidentales, affirme qu'une coopération militaire durable reste indispensable pour éviter le vide sécuritaire. Selon elle, les armées locales manquent d'équipement, de coordination et de formation. Sans soutien extérieur, disent ces experts, la région risquerait une nouvelle fragmentation comparable à celle de 2012 au Mali. Leur argument repose sur un principe simple. La stabilité a un prix, et ce prix s'appelle interconnexion. La seconde vision, portée par les gouvernements du Sahel et leur soutien civil, affirme au contraire que cette interconnexion est devenue la racine du problème. Chaque aide étrangère engendre un nouvel équilibre de dépendance. Chaque conseiller militaire prolonge l'ombre d'un ancien commandement. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas de refuser la coopération, mais d'en redéfinir la géométrie. Aucun partenariat n'est équitable si les données et les décisions dorment hors du continent. Cette position ne nie pas les défis logistiques. Elle les replace simplement dans une perspective de dignité. Entre ces deux thèses, les faits tranchent partiellement. Les attaques terroristes au Burkina Faso ont reculé de 17% entre fin 2023 et mi-2024, selon un rapport interne de la CEDEAO, mais les tensions économiques ont augmenté de 23% sur la même période. Autrement dit, plus de sécurité ne signifie pas forcément plus de stabilité. Les marchés s'ouvrent, les dettes se creusent, et la population reste partagée entre peur du chaos et fatigue du contrôle. La vérité, peut-être, se trouve à l'intersection. Le Sahel n'a pas besoin de tutelle ni d'isolement, mais d'équilibre. Une souveraineté capable d'écouter sans obéir, de s'allier sans se soumettre. Et c'est précisément là que se joue l'avenir décrit par Ibrahim Traoré, dans la capacité à transformer la dépendance en dialogue, sans jamais en faire une prison. Rien n'a vraiment quitté le Sahel. C'est la phrase qu'un colonel burkinabé prononça en regardant les écrans d'une base modernisée. Les logos avaient changé, les uniformes aussi, mais les trajets restaient identiques. L'ombre de l'Empire s'était simplement numérisée. Ce basculement, Ibrahim Traoré l'avait anticipé. Pour lui, la souveraineté n'était plus une affaire de troupes, mais de terminaux. Celui qui contrôle la donnée contrôle la mémoire, confia-t-il un soir de réunion. Et cette mémoire, aujourd'hui, était codée sur des serveurs étrangers. Dans les universités de Ouagadougou, de jeunes chercheurs commencèrent à cartographier les réseaux d'information régionaux. Ils découvrirent que 72% du trafic numérique institutionnel passait encore par des infrastructures situées hors du continent. Leur constat était limpide. La domination ne s'exprimait plus par la force, mais par la bande passante. Ce fut la seconde révélation du conflit, invisible et pourtant décisive. L'indépendance, jadis mesurée en kilomètres de frontières, se mesurait désormais en gigaoctets de souveraineté. Et dans ce silence connecté, le Sahel commençait à parler sa propre langue numérique. Dans cette dynamique, observons d'abord le rôle de l'État. Pour l'administration burkinabé, la fin du partenariat militaire classique signifiait une charge nouvelle, planifier seule sa défense. Les académies locales formèrent plus de 1200 officiers en moins d'un an, dont la moitié spécialisée dans le renseignement territorial. Mais cette autonomie s'accompagnait d'un paradoxe, une bureaucratie saturée par l'urgence et un manque de ressources. Le gouvernement adopta alors un modèle de gestion intégrée, inspiré des alliances civiles régionales. Ibrahim Traoré insista. Mieux vaut une lenteur indépendante qu'une vitesse sous tutelle. Cette phrase devint la maxime des cessions stratégiques. Passons maintenant à l'économie. Les entreprises nationales bénéficièrent d'une vague d'investissements régionaux. Les chantiers publics,
autrefois dominés à 78% par des groupes étrangers, revinrent à 52% de maîtrise locale. Pourtant, les financements internationaux se firent plus prudents, ralentissant certains projets énergétiques. Les États du Sahel réagirent en créant un fonds de résilience commune alimenté par les recettes minières. Une solution imparfaite, mais symbolique d'un réflexe nouveau. Compter d'abord sur soi. Considérons ensuite la société. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso ou de Niamey, la conversation avait changé. Les mots « coopération » et « aide » n'évoquaient plus la gratitude, mais la méfiance. Les jeunes diplômés fondèrent des collectifs appelés « Initiatives du sol », cherchant à reconnecter souveraineté et production locale. Des artistes graffaient sur les murs. Nous ne cherchons pas la rupture, nous exigeons le respect. Ce mouvement culturel accompagna la transformation politique. L'esprit d'indépendance cessait d'être une posture, il devenait une habitude. Enfin, explorons la dimension régionale. Sur la scène ouest-africaine, le Burkina Faso, le Mali et le Niger consolidèrent leur alliance défensive. Des manœuvres communes eurent lieu en juillet 2024, marquant la première coordination militaire sans appui occidental depuis 30 ans. Les médias francophones y virent un geste symbolique. Les populations, une promesse tenue. L'impact psychologique fut immense. Pour la première fois, le Sahel se voyait comme centre, non périphérie. La diplomatie européenne réagit avec prudence, oscillant entre dialogue et distance. Mais la ligne de fracture était tracée. L'Afrique ne demandait plus validation, seulement reconnaissance. Ces dynamiques convergent vers une même idée. La souveraineté n'est plus un slogan. Elle s'exerce, s'ajuste et s'éprouve chaque jour. Et si Ibrahim Traoré incarne cette mutation, c'est parce qu'il en a compris la règle essentielle. Dans un monde d'alliances mouvantes, la vraie liberté consiste à choisir son rythme, non sa permission. L'avenir du Sahel, tel qu'il se dessine à la fin de 2025, oscille entre trois lignes de probabilité. D'abord, un équilibre fragile pourrait se maintenir. Les alliances entre Burkina Faso, Mali et Niger se maintiennent, mais sous forte pression financière. Les programmes d'autonomie énergétique progressent lentement. 3 barrages solaires régionaux sont annoncés. Un seul démarre effectivement. Les sanctions économiques s'assouplissent partiellement grâce à la médiation du Tchad. Résultat, une stabilité institutionnelle relative, mais dépendante d'une discipline budgétaire stricte. Ibrahim Traoré continue d'incarner la cohérence du bloc, au prix d'une centralisation accrue des décisions. Ensuite, un scénario optimiste envisage un ancrage souverain. Si les projets industriels communs se concrétisent, le Sahel pourrait atteindre une croissance moyenne de 4,8% en 2026, selon les estimations internes de la Banque ouest-africaine. Les routes commerciales transversales relieraient alors Bamako, Ouagadougou et Niamey sans passer par les anciens corridors coloniaux. Dans ce cadre, la coopération sud-sud deviendrait la norme, avec un recul progressif des dépendances financières occidentales. Les tensions diplomatiques diminueraient sans effacer les divergences. Mais l'idée de souveraineté pratique, l'indépendance comme discipline, se consoliderait comme valeur partagée. Enfin, un scénario critique redoute une rétraction. Si la pression économique s'intensifie et que les investissements alternatifs échouent, la région pourrait connaître un ralentissement sévère. Une contraction de 2% du PIB n'est pas à exclure, entraînant hausse du chômage et tensions internes. Dans ce contexte, les forces étrangères réapparaîtraient sous couvert d'assistance humanitaire. Ce serait la revanche du mot « stabilité » sur le mot « liberté », et le cycle recommencerait. Entre ces 3 trajectoires, la question demeure. Jusqu'où la conviction peut-elle compenser la contrainte? Ibrahim Traoré, fidèle à sa logique, répondrait sans hésiter « aussi loin que la mémoire du peuple le permet ». Derrière les chiffres et les cartes, il reste des visages. Celui des jeunes de Ouagadougou, qui transforment d'anciens conteneurs en ateliers d'apprentissage. Celui des étudiantes de Bamako, qui apprennent à coder en langue locale. Et celui, plus discret, des anciens soldats, qui réparent des ponts plutôt que de surveiller des frontières. Chacun à sa manière prolonge une même idée. La souveraineté n'est pas une institution, mais une habitude qui se pratique au quotidien. Dans les rues, les discussions ont changé de ton. On ne demande plus qui nous aide, mais qui nous écoute. Les radios communautaires organisent des débats ouverts où se croisent fonctionnaires, artistes et cultivateurs. Un dialogue horizontal, sans protocole, où le mot « indépendance » reprend son souffle.
Les chansons populaires citent désormais Ibrahim Traoré non comme un chef, mais comme une figure de continuité, le témoin d'une génération qui a cessé d'attendre l'autorisation de se définir. Pour beaucoup de Burkinabés, ce renouveau a le goût du réalisme. Ils savent que la route sera longue, que les sanctions pèsent, que les équilibres sont précaires, mais ils ont compris que la fatigue de la dignité vaut mieux que le confort de la dépendance. Un vieil instituteur l'a résumé lors d'une émission de radio: « Nous n'avons plus peur d'être seuls, nous avons peur d'être effacés. » Et cette phrase, reprise partout, est devenue le refrain d'un pays qui apprend à se tenir debout sans public. Pour passer du symbole à la structure, le Burkina Faso et ses alliés du Sahel ont tracé une feuille de route précise. Tout d'abord, sécuriser la base énergétique. L'objectif: produire 40% de l'électricité nationale à partir de sources locales d'ici 2026. Un réseau de mini-centrales solaires est en cours d'installation, relié directement aux zones rurales. Le mot d'ordre d'Ibrahim Traoré: sans lumière, pas de liberté. Ensuite, renforcer l'éducation stratégique. Les académies militaires et civiles unifient leurs programmes autour d'un même module: histoire, technologie et mémoire. Former des ingénieurs capables de penser comme des diplomates et des diplomates capables de lire des cartes techniques. Puis, créer un cloud souverain. Les données de l'État et des institutions seront stockées sur des serveurs locaux dès 2025. Un projet mené conjointement avec le Mali et le Niger, afin de réduire la dépendance numérique à 60% en 2 ans. Par ailleurs, diversifier les alliances. Établir des partenariats horizontaux avec l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est pour les secteurs agricoles et miniers. Pas d'alignement exclusif, mais un réseau d'interdépendance choisi. Enfin, mesurer l'autonomie. Chaque trimestre, un indice de souveraineté sera publié, combinant production locale, balance commerciale et connectivité indépendante. Une manière d'évaluer la liberté non plus en slogan, mais en chiffres. Ibrahim Traoré l'a répété devant ses ministres: ce n'est pas la victoire que nous cherchons, c'est la cohérence. Et c'est peut-être là, dans cette rigueur tranquille, que réside la vraie rupture avec le passé. Le soir, dans les rues de Koudougou, Mariam allume toujours sa bougie à la fenêtre. Mais cette fois, la flamme ne symbolise plus la douleur. Elle éclaire une continuité. Les mêmes gestes, les mêmes silences, mais une autre signification. À la radio, la voix d'un présentateur cite une phrase devenue mantra: « L'indépendance n'est pas un mot, c'est une habitude. » C'est celle qu'Ibrahim Traoré avait fait inscrire sur les murs de l'académie militaire. Désormais, elle orne les cahiers d'écoliers, les murs d'ateliers, les banderoles des marchés. Chaque fois qu'on la prononce, elle efface un peu du vocabulaire de la résignation. Les visages changent, les accents aussi, mais la ligne reste la même: refuser la dépendance sans céder à la haine. Ce n'est pas une croisade, c'est une mémoire qui persiste. Et cette mémoire, patiemment, redevient culture. Car le véritable héritage du Sahel n'est pas sa souffrance, mais sa capacité à transformer chaque épreuve en discipline. La souveraineté n'est pas une conquête, c'est un rythme qu'on entretient jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Dans les cafés de Ouagadougou, la nuit tombe toujours avec le même parfum de poussière et de promesses. Les discussions s'étirent, lentes, passionnées. On ne parle plus de victoire ni de défaite, mais d'endurance. Chaque génération comprend qu'elle n'hérite pas d'un territoire, mais d'une vigilance. Sur les murs, une phrase revient comme une signature: « Nous ne cherchons pas la gloire, nous cherchons l'équilibre. » Elle résume le ton d'un pays qui a décidé d'avancer sans témoin, sans traduction. Et quelque part dans cette retenue se cache une maturité nouvelle, celle d'une Afrique qui ne réclame plus qu'on la regarde, mais qu'on la reconnaisse. Ibrahim Traoré l'a dit sans emphase: « L'indépendance commence quand on cesse d'attendre l'approbation. » Peut-être que cette leçon vaut au-delà du Sahel pour quiconque cherche à respirer librement dans un monde saturé de dépendances invisibles. Alors, à vous qui écoutez, et si la vraie stabilité n'était pas dans la paix imposée, mais dans le courage tranquille de choisir son propre rythme?